Bonjour si vous nous rejoignez maintenant. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, où va le monde? Discours protectionniste de Donald Trump, Brexit, nationalisme affiché de Vladimir Poutine et de Erdogan, populismes européens. Assiste-t-on à une revanche du national, à un retour des frontières ou au contraire à leur dernier soubresaut avant la disparition des territoires? Quel sens nouveau prend la souveraineté dans un monde mondialisé? Ils ont choisi d'éclairer les enjeux internationaux à travers le prisme néo-national. Le politiste Bertrand Badi, spécialiste des relations internationales, professeur à Sciences Po, auteur précédemment de Nous ne sommes plus seuls au monde, un ouvrage paru l'an passé, et le géographe et diplomate Michel Fouché, titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au Collège d'études mondiales, auteur récemment du Retour des frontières. Ensemble, ils publient Vers un monde néo-national, point d'interrogation, aux éditions du CNRS, un dialogue constructif et contradictoire entre deux intellectuels qui se respectent. Alors, où va le monde? Il est assurément à un tournant de son histoire, assurent ses auteurs, pas obligatoirement appelé à durer. Quelle séquence historique est-on en train d'écrire? Est-elle en train de s'écrire? Bertrand Badi, Michel Fouché, bonjour. Bonjour. Oui, vous vous respectez, non? Ah, tout à fait. Mais vous n'êtes pas toujours d'accord. C'est pour ça qu'on se respecte. Et c'est pour ça que vous dialoguez aujourd'hui par livres interposés. Les grilles de lecture, est-ce qu'elles sont complètement brouillées aujourd'hui de la scène internationale? Ou est-ce que vous avez commencé ce dialogue quand même avec quelques certitudes partagées l'un et l'autre sur l'état du monde? Bertrand Badi. Oui, ce qui est intéressant, enfin moi personnellement, ce que j'ai trouvé passionnant dans ce dialogue avec Michel Fouché, c'est que nous partions de visions différentes, peut-être on peut dire de postulats différents, et pourquoi pas d'écoles différentes, et que nous arrivions à des conclusions très proches, pas identiques. Vous avez fait référence tout à l'heure à une différence sémantique qui a son importance entre national et nationalisme, mais une inquiétude partagée, le sentiment, je crois aussi, partager que les vieux concepts, les vieilles catégories d'analyse politique, tant d'ailleurs pour les observateurs que pour les acteurs, ne fonctionnent plus. Et c'est parce qu'elles ne fonctionnent plus, parce que nous n'avons plus les bonnes lunettes pour regarder le monde, qu'on a un peu trop tendance à dire qu'il est dans le chaos, le désordre, la confusion. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus précisément? Attends, juste d'abord, pardon, avant d'aller sur la question sémantique, parce que c'est quand même tout l'objet de ce livre, de savoir ce qu'est ce néo-national, Bertrand Badi, vous dites que vous êtes parti de postulats de départ, et j'aimerais bien qu'on vous présente, qu'on arrive à camper vos particularités pour comprendre ce dialogue qui va se mettre aussi en place. Michel Fouché, votre postulat à vous de départ? Bertrand avait écrit un livre intitulé La fin des territoires. Alors, comme je suis géographe, j'ai l'impression qu'il voulait m'enlever ma raison d'être. Et donc, j'ai riposté avec le retour des frontières. En fait, c'était pas une riposte. Je crois que moi, j'observe un peu la transformation par les grands acteurs étatiques, les fameux pays dits émergents, de leur nouvelle capacité économique et financière pour des projets qui sont en fait des projets géopolitiques d'affirmation nationale. Donc, c'est un constat. Le néonationalisme, c'est une catégorie que je réserverai aux scènes politiques intérieures. Donc, comme géographe, j'ai la manie de distinguer les échelles. Il peut y avoir, d'ailleurs, c'est le cas de la Russie, une conjonction des deux. On a à la fois discours néo-nationaliste autoritaire et en même temps une volonté de restauration de puissance. Mais je fais cette distinction. Alors que comme politiste, Bertrand Badi, vous ne distinguez pas les échelles? Alors non, au vous avez un autre ordre de mesure? Au contraire, ce qui me frappe, c'est d'abord qu'on parle beaucoup de la mondialisation sans la conceptualiser, sans la comprendre, sans souvent la définir. J'aimerais bien avoir en face de moi un dirigeant de cette planète, lui demander de définir la mondialisation, et je crois qu'on passerait un bon moment. Mais surtout, ce que décrit à juste titre Michel me paraît incomplet, c'est-à-dire que le nationalisme, de plus en plus, envahit la scène internationale et s'empare des politiques étrangères. C'est-à-dire ce que j'appellerais le Trumpo-Erdogano-poutinisme, qui est une pathologie évidente du système international actuel, c'est précisément la mobilisation d'idéologies nationalistes pour servir de vecteur aux politiques étrangères avec toutes les confusions que cela peut provoquer. Et ce nationalisme, j'entends le
définir comme étant un néo-nationalisme, parce qu'il ne faut pas oublier que le nationalisme d'origine, c'était la revendication de droits politiques. C'était soit vaincre un absolutisme pour créer la souveraineté nationale puis populaire, soit s'émanciper d'une tutelle coloniale ou impériale. Aujourd'hui, ce qui est frappant dans le nationalisme, c'est un discours d'égo, c'est un discours d'enfermement, mais c'est un discours qui ne s'intéresse plus aux droits politiques, et même ceux qui portent ce néo-nationalisme sont autoritaires, s'intéressent pas beaucoup à la démocratie et à la conquête de droits politiques. Merci, j'avais besoin de cette précision et de comprendre d'où vous parlez l'un et l'autre. Antoine Mercier, je vous ai interrompu. Oui. Votre question était sur les pathologies, les tourments. Oui, c'est-à-dire vous parliez d'un changement de vocabulaire. Je veux dire que, excusez-moi, mais je prolonge votre question parce que peut-être ce serait intéressant d'avoir, de votre point de vue, la différence aussi de vos positions pour qu'on comprenne bien effectivement dès le départ. Par exemple, Bertrand Badi, si je vous demandais en une phrase ou deux, qu'est-ce qui vous différencie fondamentalement de Michel Fouché ? Je crois que Michel disait tout à l'heure, je suis géographe. Et effectivement, je considère que les travaux de Michel Fouché sont des travaux qui ont profondément marqué la géographie française, que en tant que géographe, il est amené à se poser des questions qui ne sont pas les mêmes que celles que moi, en tant que politiste, je me pose. Mais ça, c'est des différences, je dirais, de méthode et d'approche. Du point de vue du fond, je perçois quand même que la grande différence, c'est que Michel considère que le national est un point fixe dans le fonctionnement du système international, là où moi, ma grande angoisse théorique et conceptuelle, c'est de comprendre ce qu'est la mondialisation et en quoi elle ne rend plus possible les postures nationales, en tous les cas dans leur conformité première. Alors maintenant, ma question est de savoir pourquoi et qu'est-ce qu'il y a dans ce discours que nous ne comprenons pas dans cette fin du national. Pourquoi dites-vous que le national n'a plus droit finalement au chapitre dans le débat international ? Eh bien parce que on parle toujours de mondialisation, mais on ne se rend pas compte de ce que l'on dit quand on dit mondialisation. C'est-à-dire que l'on inverse toutes les catégories de la grammaire politique et internationale classique. Je prendrai qu'un seul exemple, qui est celui de l'interdépendance. L'interdépendance, c'est la marque profonde de la mondialisation, tant sur le plan économique, politique, culturel. La mondialisation, c'est pas seulement économique, c'est tout ça en même temps, social. C'est l'intersocialité. Or, l'interdépendance, Monsieur de la Palisse en est convenu, c'est le contraire de la souveraineté. Et cela veut dire que le concept de souveraineté ne va pas se dissoudre totalement, il a de bonnes raisons de rebondir et d'être présent dans le débat actuel, mais que sa signification est tout autre et ne peut plus renvoyer, en tous les cas, à l'idée fondatrice des relations internationales, ce que nous appelons le système westphalien, c'est-à-dire que le système international est composé de 193 États souverains, point final. Alors vous actez quand même l'un et l'autre l'émergence d'un nouveau nationalisme, the new nationalism, c'est ce que titrait d'ailleurs The Economist en novembre dernier. Comment il se réinvente ce nationalisme ? Qu'est-ce qu'il a de nouveau par rapport à celui d'hier ? Michel Fouché. Ça dépend des lieux. On parlait de la mondialisation tout à l'heure. Au plan économique, c'est quelque chose de très simple. C'est un changement d'échelle dans l'organisation de la production. C'est-à-dire, c'est une fragmentation accrue de la chaîne de production. N'importe quel produit d'usage électronique comporte des composants fabriqués dans une dizaine de pays différents, avec la Chine qui est l'atelier d'assemblage. Ce qui explique l'essor d'ailleurs du commerce international. Simplement, ça c'est une vision économique des choses. Et nous combattons l'un et l'autre l'hégémonie de la pensée économique sur l'interprétation de ce qui se passe dans le monde, surtout au moment où il y a des défis régaliens. Et là, la réponse n'est pas économique. Et il y a un décalage, d'une certaine façon, entre un monde globalisé au plan économique et financier, dans une certaine mesure, et le système international qui reste extrêmement classique. Et là, je suis plutôt d'accord avec Bertrand, son classicisme, l'absence d'évolution des structures internationales, des institutions internationales, explique le blocage actuel. Les Nations Unies sont bloquées à cause du veto russe permanent sur n'importe quel sujet moyen-oriental. Les Chinois sont en train de monter leur propre système multilatéral avec de nouvelles institutions, mais ne prennent aucune responsabilité diplomatique ou stratégique dans la gestion des crises dans les pays où ils ont pourtant des intérêts. Mais le national reste en quelque sorte le fondement de la légitimité politique.
Et il y a ça veut dire que au fond, le monde est alors. discordant. Ouais. Le monde est discordant. Il y a d'un côté de la mondialisation économique et de l'autre côté, il y a quelque chose de très très classiquement westphalien. Comme j'ai été diplomate pendant longtemps, je suis en fait un adepte de la réelle politique. C'est-à-dire que ce qui compte, ce sont les résultats. Et je pense que, y compris dans l'Union européenne, les intérêts sont aussi importants que les valeurs face à un monde qui est d'abord un monde d'intérêt. Nous sommes à peu près les seuls à vouloir aussi exporter nos valeurs. Il ne faut pas renoncer à ça, mais il faudrait ajouter une part de lucidité. On a parlé de naïveté tout à l'heure. Est-ce que c'est pas justement, cette réelle politique, ce réalisme en diplomatie et en politique, ce qui caractérise les relations internationales aujourd'hui, en tout cas, cette particularité de ce monde serait que chaque État agit en fonction de ses intérêts, les pousse sur le devant de la scène, avant ceux de la communauté globale à laquelle on a cru un certain temps. Alors, est-ce qu'il ne faut pas plutôt parler de retour des égoïsmes nationaux plutôt que de néo-nationalisme, Bertrand Badi? Oui, alors attention à plusieurs choses. D'abord, l'idée d'intérêt national, elle a fait un retour extraordinaire. C'était le slogan principal de la campagne de Trump. C'est l'idée ressassée par Poutine, par Erdogan. Mais il ne faut pas oublier, là je sais qu'on n'est pas d'accord Michel et moi, que l'intérêt national c'est une fiction. Il n'y a pas un intérêt qui étiquette chaque État sur la scène internationale. Il y a face à tous les enjeux grands et petits qui caractérisent l'agenda international aujourd'hui, plusieurs interprétations de ce qu'est l'intérêt national qui seraient suffisamment forts pour dire de manière objective et indiscutable ce qu'est l'intérêt national français. Est-ce que l'intérêt national français, c'est d'avoir une politique interventionniste militaire un peu partout ou pas? Il y a un débat. Et c'est la même chose sur n'importe quel autre sujet. Vous n'êtes pas très gaulliste quand même, là. Pardon? Vous n'êtes pas très gaulliste. Je suis très gaulien, en tous les cas. Mais n'ouvrons pas les parenthèses dans les parenthèses. Ça, c'est un élément très très important. Le deuxième élément très important, c'est que de toute façon, on sera bien servi dès lors qu'on saura faire un usage intelligent de la mondialisation. Et ça, les Chinois, qui ne sont pas spécialement des libéraux, en tout cas dans leur étiquette, l'ont compris avant tous les autres. Donc, si véritablement on veut être logique dans ce monde, il faut construire une gouvernance mondiale, ça ne veut pas dire un gouvernement mondial, hein, nous sommes bien d'accord, cette gouvernance mondiale qui finalement sera plus utile que une juxtaposition de mais gouvernance à l'intérieur nationale. De laquelle chaque nation va essayer de tirer son avantage. Est-ce que ça reste ou ça aura disparu? Non, je donne toujours un exemple qui est celui de l'aviation civile. Pourquoi tous les avions du monde peuvent voler et pourquoi la Corée du Nord obéit au doigt et à l'œil aux conventions sur l'aviation civile internationale? C'est parce que effectivement les dirigeants nord-coréens comprennent qu'on est dans un monde où tout le monde a intérêt, ça c'est pas une question d'intérêt national, tout le monde a intérêt à ce que les avions volent. Donc à partir du moment où on y trouve une utilité, effectivement cette gouvernance mondiale prend sens. Mais c'est la raison pour laquelle, et pour parachever la réponse à votre question, je parle de nationalisme, c'est que ce vent qui souffle en ce moment est un vent idéologique. Regardez comment il naît d'un sentiment de peur, d'insécurité, d'un sentiment de revanche, d'un sentiment de réaction à une humiliation ressentie, à un déclassement. Tout ça conduit effectivement à afficher une facture nationale qui est du nationalisme parce que c'est de l'idéologie. Ce n'est pas la construction d'une formule politique d'organisation des États et des sociétés. C'est devenu le chikungunya des relations internationales contemporaines, c'est-à-dire cette idée de vouloir privilégier la référence idéologique à la nation qui ne conduit à ne rien offrir. Vous savez, à cette table même, j'ai entendu le regretté Todorov dire « les nationalistes, ils n'ont rien à vendre ». C'est exactement ça. Le nationalisme ne porte pas de solution pour le futur. C'est la raison pour laquelle c'est pas une formule de gouvernement, c'est une idéologie. Mais il naît aussi d'une pensée et d'un discours unique qui ont dominé sur la scène internationale pendant un long moment. Ce nouveau nationalisme naît aussi d'une crise de la mondialisation, non pas tant dans le sens économique, mais en termes de valeurs universelles, ces fameuses valeurs que l'Occident a voulu
vu porter et exporter aussi ce modèle libéral démocratique tant vanté et aujourd'hui souvent contesté. Il est plus perçu, en tout cas, Michel Fouché, vous le rappelez, comme le seul possible. Vous développez d'ailleurs longuement sur le modèle chinois qui séduit de plus en plus, notamment sur le continent africain. Et en même temps, Bertrand Badi, Michel Fouché, on a du mal à vous imaginer l'un comme l'autre regretter la fin de ce messianisme occidental porté par les néoconservateurs américains. Oui, il n'y a plus de néoconservateurs aux États-Unis. Je crois que tout ça doit être resitué dans le contexte historique dans lequel on vit. C'est la fin de la Pax Americana. C'est la fin du rôle des États-Unis de shérif. Le shérif a rendu son étoile parce que ça coûte trop cher de maintenir le système international libéral. Là, je ne parle pas d'économie. Et en même temps, la globalisation économique, finalement, lancée par Reagan et Thatcher, et comme par hasard, on a maintenant Trump et May. C'est très très intéressant de voir les choses 40 ans plus tard. Et le système international est remis en cause par son acteur central. Comme en 91, Yeltsin a démonté l'Union soviétique de l'intérieur, et le système économique international est remis en cause de l'intérieur par les idéologues, comme Bannon, parce qu'on considère, peut-être à juste titre, qu'on est dans la situation de l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que les grands mondialisateurs estiment qu'ils ne sont plus les premiers bénéficiaires de la mondialisation. Et Trump ou pas, je suis convaincu, moi, qu'il y a une tendance de fond aux États-Unis de repli, de retrait qui était déjà engagé sous Obama. Et par conséquent, il y a non pas un vide, mais certains pensent qu'il y a une opportunité pour non pas remplacer les États-Unis parce que personne ne veut prendre les mêmes responsabilités, mais pour affirmer le néo-national. Qu'est-ce qui se passe après la Pax Americana? C'est ça la question. Bon, d'accord, on enlève il se passe rien. Il se passe qu'il y a un monde multipolaire. Personne ne... Oui, la multipolarité, c'est quelque chose qui doit être... que les Chinois adorent, mais c'est un discours anti-américain, la multipolarité. C'est Lavrov à la conférence de sécurité de Munich au mois fin janvier qui dit qu'il faut absolument travailler pour un monde post-occidental. Mais en réalité, personne ne remplacera les États-Unis dans le maintien d'une Pax généralisée, donc, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qui se passe alors? Ce repli, ce qui se passe, c'est ce que nous avons essayé de traiter dans le livre, c'est une affirmation que moi j'appelle néo-nationale. Il y a une exception, c'est une réponse collective européenne qui permettrait, encore une fois, de concilier les valeurs. Mais le moment est vraiment un moment de transition. C'est le début du retrait volontaire des États-Unis. Il n'y aura plus de réengagement massif des États-Unis. C'est la fin de la période américaine. La multipolarité, c'est pas un terme que seuls les Chinois affectionnent, Bertrand Badi. Oui, Chirac l'utilisait, et les Brésiliens aussi. Non, je crois que... c'est un concept qui vous est pas totalement étranger, l'idée de sortir justement d'un monde... je parle d'apolarité. Bien sûr, mais l'idée de sortir d'un monde qui soit juste auto-centré avec ce gendarme américain et de redonner place à d'autres pôles dans ce monde international, retrouver un équilibre, ce que vous expliquez aussi à travers le temps des humiliés, redonner de la voix à des pays qui ont longtemps été sous domination occidentale, en tout cas par la pensée. Nous ne sommes plus seuls au monde. C'est acté ? Oui, vous savez, on a été victime d'une formidable illusion d'optique, c'est-à-dire de croire que l'hégémonie, le leadership, c'était un phénomène naturel et normal dans les relations internationales. Mais regardez l'histoire des relations internationales. Il y a eu des moments d'hégémonie, Louis XIV, Napoléon, la Pax Britannica et encore, ça a été pas mal discuté. Mais ce sont des tranches très courtes de la vie internationale. C'est-à-dire qu'on revient à la norme. La mondialisation a fait imploser le campisme, lequel campisme a favorisé de manière évidente l'émergence de leaders. Et puis lorsque l'un des deux camps s'est effondré, de deux leaders, on est passé à un leader, donc on croyait que ça y était, d'aucuns parlaient même d'hyperpuissance. Moi, ça me faisait un petit peu rire, cette formule, mais tout ça est maintenant oublié. C'est-à-dire que nous sommes, et là je suis d'accord avec Michel, dans un monde clairement post-hégémonique. Le grand problème, c'est que lorsque l'on accumule énormément de ressources de puissance comme les États-Unis,
d'une part. Et que, d'autre part, on a une mémoire et une culture messianique et universalisante. Il n'y a pas que les États-Unis qui étaient dans cette posture. La France, c'est l'exemple même de la culture impériale. Il se passe quelque chose en République centrafricaine, nous aurions des responsabilités particulières. La formule est quand même lourde à exercer, et le lendemain, des troupes françaises débarquent à Bangui. C'est très difficile de se défaire de ça. Et quand effectivement le néoconservatisme a reculé aux États-Unis, a reflué aux États-Unis, il s'est développé en France. C'est-à-dire Sarkozy et Hollande étaient deux présidents soft néoconservateurs, soft parce qu'ils n'avaient pas toutes les ressources, effectivement, du président George W. Bush. Et du coup, nous sommes en ce moment dans une situation de tension très forte entre des autonomies qui s'expriment. Moi, j'aime mieux parler d'autonomie que de pôles multiples. Je crois qu'il n'y a plus de pôles. Il y a des pulsions autonomistes très fortes dans le système international. Et ceci passe mal à la lecture de la diplomatie occidentale et des diplomaties impériales, comme la Russie, par exemple. Est-ce que cette apolarité n'est pas quand même aussi un hégémonisme, d'une façon ou d'une autre? Ah, mais l'hégémonie de qui, alors, si on est dans un justement, je me pose la question, apolaire. parce que j'ai l'impression qu'il y aurait qu'une gouvernance mondiale, qu'il y aurait une évidence générale, donc il y a peut-être des intérêts aussi qui seront défendus dans ce nouveau système. On peut se poser la question. Moi, je crois, voyez-vous, que nous ne sommes plus dans le moment des relations internationales, nous sommes dans le moment des relations intersociales. C'est-à-dire l'intersocial, les rapports entre sociétés l'emportent et de plus en plus sur les rapports internationaux au sens classique du terme. Cette intersocialité, elle renvoie à une complexité énorme du jeu. Et c'est beaucoup simplifié que de penser d'abord qu'il y aurait un chef d'orchestre clandestin, une force capable d'organiser tout cela, et même des acteurs véritablement prédominants. Certes, il y a les firmes multinationales, certes, il y a les grands médias internationaux, certes, il y a les grandes religions, mais tout ceci renvoie à une diversité d'acteurs et une tension interacteurs qui n'a jamais été étudiée. Comme elle n'a pas étudié, on la voit pas. Comme on la voit pas, on croit qu'elle n'existe pas. Oui, moi j'ai tendance à... Je comprends le point de vue de Bertrand, je reste sur une ligne où les États sont des acteurs centraux. Qu'est-ce qui remplace la Pax Americana? Pour l'instant, rien. On a une multipolarité volontariste exacerbée qui se traduit sur le terrain en fait par la mise en place de zones d'influence. Les grandes puissances classiques n'ont plus de prise, et c'est la première fois, sur les grands conflits, par exemple, au Proche et au Moyen-Orient. Alors après, il faut travailler dans le détail pour savoir ce que veulent les uns et les autres. Si on regarde du côté de la Russie, dont on surestime beaucoup l'influence et le pouvoir à l'échelle mondiale, mais il y a cette ambition de partager avec les États-Unis le monopole de la violation du droit international, par exemple. Je dis bien la violation du droit international. C'est une expression d'un expert russe. Du côté chinois, on tire parti des États-Unis. On a besoin des États-Unis pour continuer à moderniser le pays. On a besoin de l'ordre économique libéral, mais surtout pas d'ordre politique libéral. Bon, vous nous dites qu'après la Pax Americana, il y a la multipolarité et chacun continue à défendre. La multipolarité doit être toujours... Il manque toujours un adjectif. Elle peut être discordante, elle peut être cacophonique, elle doit être... J'avais beaucoup travaillé avec Védrine sur ce sujet, à la demande justement du président Chirac. J'avais dit à Védrine, il faut qualifier cette multipolarité. Elle peut être discordante, elle peut être de rivalité, elle peut être dans le meilleur des cas coopérative. C'est-à-dire que ça renvoie à la question de la reconstruction, pour aller dans le sens de Bertrand, des formats de l'interdépendance réelle. Ça s'appelle le multilatéralisme. Oui, sauf ça, c'est un combat qui est à mener. Bertrand Badi parle d'apolarité, et vous parlez quand même. Non, je pense pas, parce qu'il y a des foyers, il y a des centres de pouvoir. Bon, vous voulez pas reconnaître cette différence-là, cette frontière. Ne parlez pas de frontières. Tout de suite à Michel Fouché. Michel Fouché, diplomate et géographe, invité avec Bertrand Badi, politiste, pour cet ouvrage commun, ce dialogue que vous signez ensemble vers un monde néo-national, ouvrage paru au CNRS édition. France Culture, il est 13h22. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Où
va le monde? Vous nous dites qu'il est à un tournant de son histoire. Est-ce que ce tournant est positif, négatif, sombre? Est-ce qu'il laisse quand même percevoir des ouvertures, un peu d'optimisme? On va vous faire entendre une autre voix, si vous le voulez bien. La tentation du mur pour Donald Trump, celle de la sortie pour la Grande-Bretagne avec le Brexit au lendemain de l'échec de Theresa May aux élections législatives où les conservateurs ont perdu leur majorité absolue. Les matins recevait l'essayiste indien Pankaj Mishra, qui est l'un des contributeurs de L'âge de la régression, ouvrage collectif dont on vous parlait ici même à la grande table, paru aux éditions Premier Parallèle. Et il est également l'auteur de l'ouvrage Age of Anger, qui est paru en janvier dernier, pas encore traduit en France. Et si ce repli, cette colère, était aussi le signe d'une repolitisation? Je pense que ce qui s'est passé dans de nombreux pays dans le monde, c'est un processus de repolitisation en colère, après plusieurs décennies de dépolitisation. Alors qu'on avait confiance en la croissance économique, en le marché qui produisait le résultat idéal pour tous. Et le rôle de l'État, le rôle de la politique, à l'époque, avait été marginalisé. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est un retour par rapport à cette idéologie, à cette pensée, ce néolibéralisme, pour parler de manière générale. Une politisation qui a pris des formes très malheureuse, surtout aux États-Unis. Une politisation qui dépend vraiment de l'exclusion, de la démonisation de certaines parties de la population. Et il s'agit de recréer la solidarité, mais la source encore plus profonde, c'est vraiment le ressentiment. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui se sentent exclus de ces promesses modernes d'égalité et également cette promesse plus contemporaine de prospérité que la mondialisation ou en tout cas le capital mondial va apporter des avantages à pratiquement tous les habitants de la planète. On se rend compte que ces promesses d'égalité sont un mensonge. Elle est intéressante cette idée, Michel Fouché, de repolitisation, parce que pour les citoyens des pays concernés, ça veut dire ne pas simplement subir la situation actuelle, l'ordre du monde actuel. Il y a cette idée des deux faces d'une même pièce. D'un côté, le ressentiment, et de l'autre côté, de nouvelles solidarités qui se traduisent par ces choix politiques. Oui, j'avais écouté aussi cette émission. 2 points. La repolitisation, elle peut être aussi constructive, pas seulement l'effet de la colère. J'ai écrit un texte sur le réengagement. Il y a un coup d'arrêt aujourd'hui à la progression des populistes en Italie, en Finlande, au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas, demain en Allemagne. Donc l'action politique, sous des formes renouvelées, et je ne parle pas seulement de la France, peut justement apporter des éléments de réponse. Mais je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond que nous évoquons dans le livre. C'est le phénomène de désintermédiation politique. Il y a à la fois ça, mais il y a aussi quelque chose qui est un des attributs de la mondialisation dans sa dimension, je dirais, populaire, via les nouvelles technologies bon marché. C'est que dans le monde, chacun a une connaissance améliorée de la situation des autres. Ça, c'est très tocquevillien d'une certaine façon. On dit toujours que les crises commencent quand la situation s'améliore. Donc maintenant, on sait que dans les pays du Sahel, en Europe, c'est mieux, l'herbe est plus verte. Mais partout, on le sait. On le sait dans le sud de l'Inde qu'il y a du travail possible dans telle ou telle condition acceptable dans les pays du Golfe. Et donc, le sentiment d'inégalité, d'injustice, ce qui nourrit la colère, est d'autant plus fort qu'on vit dans une société, dans un monde qui fait face à une nouvelle révolution, qui est l'équivalent au plan politique et social de la révolution industrielle, qui est la révolution de la société de l'information. C'est quelque chose qui n'a pas encore été pensé et théorisé, mais c'est du même ordre. C'est l'emploi, c'est la menace. Chacun sait comment ça se passe pour les autres. Donc ça accentue encore
ça peut l'exacerber, même le sentiment d'une injustice. Hein, les Indiens d'ailleurs, à Padurai aussi, invoquent, c'est curieux, souvent le terme de colère revient très très souvent dans les textes des penseurs indiens, parce que probablement l'Inde, qui est un monde en tant que tel, est en train d'entrer dans cette société de l'information avec le développement des réseaux électriques autonomes liés au photovoltaïque. Et donc, brusquement, on va se dire, mais nous, on est dans les Basses-Casses, qu'est-ce qui se passe? Et donc, on élit quelqu'un qui vient justement des Basses-Casses. C'est la première fois qu'on a un Premier ministre indien qui, lui, vraiment est sur une ligne néo-nationaliste et répressive, qui incarne l'espoir d'élévation sociale des Basques. Mais ceci, c'est lié au fait que l'information en Inde se diffuse. Donc le monopole des brahmanes est terminé. C'est une vraie révolution qui s'annonce. Bertrand Badi, on va clore cette discussion avec vous. Vous intégrez l'un et l'autre dans votre réflexion sur cette nouvelle qualification du monde néo-national, la guerre en Syrie, la crise des migrants et puis bien sûr le terrorisme qui sont perçus comme des menaces et qui sont autant d'appels à se protéger par une forme de retour aux frontières, la frontière étant perçue comme un rempart, un bouclier. Où va le monde? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est parti maintenant pour une sorte de nouveau cycle? C'est une parenthèse qui s'est ouverte et qui va très rapidement se refermer, ou c'est un temps long qui est en train de s'écrire? Tout sauf l'enfermement. C'est-à-dire que nous sommes irréversiblement entrés dans un monde mondialisé et ces pulsions d'enfermement, qui sont très graves aujourd'hui, sont en train de donner une tournure dramatique à la mondialisation. Il faut quand même pas oublier qu'avec la mondialisation, les hommes ont inventé le système social le plus inégalitaire de toute l'histoire depuis Adam et Ève. Et donc, le grand enjeu des relations internationales, c'est pas la bombe nord-coréenne ou le conflit indo-pakistanais, c'est l'intégration sociale internationale. C'est ça qu'il faut jouer. Et c'est très difficile. Regardez même Emmanuel Macron qui avait des paroles généreuses sur ce sujet, il a eu ce réflexe bizarre en parlant des Comoriens. Et ça montre à quel point on est toujours ancré dans une culture de l'enfermement et du rejet. Il n'y a pas de solution autrement que dans l'intégration sociale internationale. Donc pensez au fait que la migration, c'est l'avenir du monde. C'est l'avenir du monde. Merci beaucoup Bertrand Badi. Merci Michel Fouché. Vers un monde néo-national, ouvrage paru au CNRS édition. Merci Antoine Mercier et à toute l'équipe de La Grande Table.